Extrait d'œuvre, introduction. Cela fait désormais à peu près une dizaine d'années, depuis au moins le niveau du collège, que j'écris des poèmes, que je m'amuse avec les mots et je ne peux que remercier grandement mes professeurs de français qui m'ont apporté l'envie et même le besoin d'écrire chez moi, en moi. Oui, je me souviens déjà du premier poème que j'ai écrit. Il me semble que c'était sur les fleurs, ou du moins une fleur, bien étrange, mais aussi d'ardents ces rayons solaires qui illuminaient tout. Quelle naïveté j'avais alors sur le monde. En même temps, enfermé dans une salle de classe et bridé de mon envie de me cultiver sur bien des sujets, je ne connaissais alors rien de l'état du monde. Enfin, si, de l'état de mon monde. Car même si mon premier poème fut sur une petite et innocente fleur, j'allais bien vite apprendre à mes dépens ce qu'étaient les hormones, et pour mon cas la testostérone. Quelle dame cela me fut de monter dans le manège violent de l'adolescence et de ces ravins émotionnels dans lesquels je tombais toujours à pic, toujours dans ce spleen qui ne me quitte plus depuis et intègre mes poèmes, qu'ils soient purement splénétiques ou parsemés d'un espoir lointain. Mon cœur ne cesse de jouer les yo-yo qui va et vient au gré de pulsations de mon palpitant qui cherche je ne sais quoi, mais me rend fou. Mais je m'égare en envolée lyrique. Dans ce recueil spécialement créé pour la plateforme Wattpad à la base, je veux me replonger dans mes vieux poèmes, vous faire comprendre pourquoi je les ai écrits, dans quel contexte, et donc quelles en sont les histoires sous-jacentes. Car on oublie trop souvent que derrière un poème, il y a une vie, des expériences vécues avec la sueur au front, les larmes aux yeux, la colère aux joues, la joie sur les lèvres, et j'en passais des meilleurs. Oui, derrière un poème, il y a des signes mystérieux qui se cachent entre les lignes, des noms interdits, des amours et des peines secrètes. C'est pour cela d'ailleurs que mon nom de plume, entre autres, n'est autre que Mister Liseron. Pour désigner les mystères de l'écriture, les sens cachés que l'on peut y trouver, tel un refuge que peu de gens, sauf les initiés du cœur et de l'art, peuvent connaître. Ce nom a tellement de sens pour moi, autant par le mystère qu'il apporte que par son humilité, suivant le nom Liseron. Fleur sauvage, indomptable et indomptée, que certains exècrent tandis que d'autres attendent désespérément sa floraison pour y goûter le vin gouléant de l'été qui s'en vient, de son odeur fine et discrète qui vient caresser nos narines avec celle des foins et des blés encore debout. Liseron, que la Vierge prit comme coupe de vin et en laissa une trace rosâtre, je veux te porter au rang d'art, de merveille du monde, toi qui es si humble. Et par mes poèmes, notamment, j'espère de tout cœur réussir cette tâche qui désormais m'incombe, depuis ce jour où ce nom de plume m'est venu en tête, grâce au langage des fleurs que je découvrais alors. Puissiez-vous, chers lecteurs, chères lectrices, voguer au gré de mes souvenirs, de mes mots, de mes joies, de mes rêves et autres imaginations qui m'ont fait vivre jusque-là. Puissiez-vous découvrir un nouveau poète, moderne ou classique, chacun aura son mot à dire, mais il sera toujours mon mal. Ah, Baudelaire, Ronsard, je ne serai jamais à votre hauteur. Vous m'êtes des maîtres inatteignables. Mais pourvu qu'un jour je puisse vous égaler ou frôler une once de votre talent qui me fait fantasmer, qui m'inspire des poèmes en rime, en vers, en sonnets, etc. Oui, c'est cela même que je veux apporter aujourd'hui, sous vos yeux de lecteurs et de lectrices. Un peu d'ancien dans le nouveau, de l'éloquence aussi, je l'espère, mais surtout de l'émotion, du spleen, de la mélancolie, et ce yo-yo émotionnel que je vis chaque jour depuis ma naissance et qui ne me quitte pas. Ce yo-yo métaphorique, s'il en est, qui se trouve en mon cœur et qui le saillit de bosse, le cabosse tout simplement, et qui crée mon histoire, celle d'un poète d'un autre temps, propulsé certainement dans un monde de modernité étrange, où l'écran noir devient la nouvelle page blanche sur laquelle écrire sans encre. Ou plutôt, est-ce une encre métaphorique? La fleur. La plus belle des fleurs, tendre comme le ciel, contient un cœur d'or comme le soleil. L'astre solaire exaltant, un rayon posé, sur ses pétales souriants s'ouvre une fleur d'été. De ses couleurs composées, à ses formes nostalgiques, sous la pluie attristée, la fleur devient romantique. La nuit tombée, la fleur s'endort sous un frais coucher,
plus beau encore. Ce poème est le premier, du plus loin que je me souvienne, que j'ai pu écrire de ma main. Ce fut certainement sur une feuille à grands carreaux, simple ou double découpée pour n'en faire qu'une simple page. C'est sûrement là-dessus, au crayon à papier, que j'ai écrit mes premiers mots, comme un essai, comme un amusement, ou alors un défi. Je suis certain que lorsque j'ai commencé à écrire La plus belle des fleurs, je me demandais si j'étais fait pour cela, pour l'écriture. Cela n'a pas manqué. Je n'ai cessé depuis lors d'écrire, encore, et même jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, mon style n'a de cesse d'évoluer, mais cela me fait tout drôle de revenir à la source de ce qui a fait mon art littéraire, de revenir à l'essence même de ma création. Par la suite, ce simple brouillon sur feuille volante s'est vu retranscrit sur un premier cahier, toujours à grands carreaux. Souvenez-vous de l'introduction, où je me disais au collège. Ce cahier, je ne savais guère qu'il allait se multiplier, puisque j'en écrivis au total 7. Oh mazette, 7 grands cahiers sur lesquels je notais des poèmes de ma composition que je trouvais parfaits pour être entérinés comme une œuvre officielle. Et en effet, dans la vie, souvent, tout part d'un poème. Le grand-père. La pluie et mes larmes coulent en ton honneur. Aujourd'hui tu nous désarmes, de perdre fait notre malheur. Maintenant, dans ton linceul, sans toi, plus rien n'est pareil. Dans ta nouvelle demeure, seul, pour toi s'est éteint le soleil. Le jour et la nuit, le jardin voit passer les abeilles, entendant des oiseaux leur chant infini. Pourtant, pour toi, il n'y aura plus de réveil. Je pose alors dans ce sombre puits une rose blanche comme gage, et sans paraître me répéter, dépose mes cris en ton honneur sur ton sarcophage. Ce jour-là devait arriver, et il est arrivé. D'abord ma grand-mère, et 5 ans plus tard, mon grand-père. Les 2 figures de mon enfance, qui la rendaient heureuse même, s'en sont allées bientôt. Est-ce donc de famille que de disparaître à 70 ans? Ou bien dans les alentours de cet âge encore si jeune, quand on sait qu'aujourd'hui la moyenne se trouve, de mémoire, à 80 ou 90 ans? Oui, je l'ai vécu comme ma plus grande injustice. Celles et ceux qui faisaient ma joie, qui calmaient mes peines, sont partis bien loin, et je me suis alors retrouvé dans un spleen délectable total, celui de Baudelaire, vous savez. Ce qui me rassure, c'est que leur vie, à mes grands-parents, furent heureuses, pleins d'amour. Jamais ils ne se quittèrent, ils s'aimaient trop pour cela. Et je me demande où cet amour inconditionnel est passé aujourd'hui à l'ère du numérique. Tout est devenu plus qu'éphémère. Tout n'est qu'une question de jours, voire de minutes, et de secondes même. On veut toujours tout de suite, parce que carpe diem, comme on dit. Mais où est l'amour dans tout ça? Où est le bonheur de découvrir et d'aimer une personne, toute une vie, avec les joies, les disputes et les peines que cela engendre? Bien sûr que l'amour n'est pas que joie. On en a trop souvent tendance à l'oublier. Mais je m'égare. Ce jour-là, j'étais comme le petit enfant que chantait Berthe Silva, allant déposer sur le tombeau, dernier lit des vivants partis trop tôt, cette rose blanche, seule preuve de tout mon remerciement envers ces grands-parents qui m'auront apporté tant de choses. Chose que j'oublie de ma piètre mémoire d'ailleurs. Quel gâchis, n'est-ce pas? Mais jamais je n'oublierai leur sourire, leur rire même, leur colère quand je faisais une bêtise ou deux, bien que j'étais la plupart du temps sage. Si, je vous assure. Et la peine de grand-père, quand mamie est morte, 5 ans avant qu'il ne la suive. Mais quand on a aimé une personne toute sa vie, d'un si grand amour, comment ne pas être aussi vidé de vie et d'envie lorsque cette seule personne s'en va pour toujours? Bien sûr, il ne disait rien. Pendant 5 années, il ne disait rien de sa peine. Mais avec du recul, maintenant, je la vois. Je n'étais qu'un bambin à l'époque. Mes hormones me jouaient des tours, hélas, pour que la réalité me soit objective. Ce texte est vieux maintenant. Tu es parti en 2012, elle en 2008. Mais à tous deux, voici des roses blanches. Vous ne les aimiez pas forcément, quoique grand-mère avait une collection de rosiers magnifiques. Et je suis sûr qu'elle les appréciera pour vous deux, n'est-ce pas? Les femmes savantes.
Les meilleurs moulins sont les femmes. Elles font leur grain avec du vent, se montent même d'immenses mélodrames. Comment se fait-il qu'une femme puisse parler autant? C'est dans les campagnes qu'on peut sans gêne entendre encore leur rengaine, et de la ville, dans les petits recoins qu'on les entend le moins. À nous, les hommes, elles nous parlent, douces. C'est ainsi que nous tombons sous leur charme. Nous parlant encore et encore, elles se trémoussent, et de leur voix nous désarment. Mon Dieu, qu'elles ne s'arrêtent plus, à jacasser ainsi des heures durant, et, lorsqu'elles en viennent à rire tout en râlant, fuyez, mes chers amis, avant que vous ne soyez fichus. Ce poème, évidemment, avec tous les mouvements d'aujourd'hui, aura du mal à passer. Rappelez-vous que je n'étais qu'un adolescent, qui trop souvent était avec sa mère et ses amis. À ce moment-là, les voir discuter sans aucune pause pouvait au bout d'un moment m'agacer et même m'ennuyer. Et c'est de là que ce poème dangereux, s'il en est, aujourd'hui est né. De l'humour houleux d'un jeune adolescent. Évidemment, à cette époque-là, cela me faisait rire, en mélangeant les histoires que les femmes se racontaient déjà durant la Renaissance et au Moyen-Âge, dans des huis clos, des clubs de conversation, pour parler de tout et de rien. Comme je ne comprenais pas grand-chose à leur conversation, je trouvais cela sans but, et même déshydratant. Aussi, je me souvenais qu'à la campagne, il y a les ragots, les rengaines, de ces femmes qui se retrouvent toujours au moulin, au lavoir ou au marché, et ne cessent de répéter des distordres de soi-disant ragots sur un tel ou une telle. Vraiment, personne ne devrait parler dans le dos de personne. Cela m'est arrivé après bien des fois et m'a meurtri si fort. De ce fait, même ce poème qui avant me faisait rire ne me fait plus que sourire de temps à autre quand j'oublie effectivement mon passé quelques instants. Et puis, d'un mot d'elle, les hommes s'éprennent, d'un mot d'elle, les hommes s'effritent de douleur, se tordent de tristesse. De la muse, la femme peut devenir démone, ou inversement. Mais moi, je ne connais pourtant rien de tout cela, car leur chant ne m'est rien. Moi, j'aime les hommes, comme elles. C'est peut-être pour cela que les ragoteries, si je puis le néologisme, ne font que m'ennuyer, ou du moins ne me faisaient que m'ennuyer, puisque je suis devenu un peu dans l'âme l'une d'elles, au fil des années. Dali, le rêveur étrange. Le temps d'un rêve que j'ai imaginé, le temps de parfaire un petit ou un grand secret. J'ai l'âme grande et le cœur poète, que quiconque en redemande, je lui donnerai mon assiette. Le temps d'une poésie, la toile peinte, rendez-vous compte l'infini des molles feintes. Bien que ce poème soit très court, il recèle pourtant bien des anecdotes, plus ou moins douloureuses et désagréables pour moi d'ailleurs. Il est vrai que durant ma scolarité, mes professeurs s'occupant de notre culture artistique ou simplement de notre enseignement culturel bien vaste, ne se cantonnaient qu'à ce qu'elles connaissaient et appréciaient aussi grandement. Quel enfer alors de revoir chaque année, pendant 2 ou 3 ans, les mêmes peintres, les mêmes chanteurs ou chanteuses, et j'en passe. Le tout en boucle pour bien nous bourrer le crâne avec. Bien grand le plaisir leur fasse donc d'aimer Dali ou Picasso, mais pitié. Soyez plus diversifiés pour vos élèves qui n'aimeront peut-être pas forcément cela. En tout cas, pour moi, ce fut le cas hélas, et je dus même en faire nombre d'exposés sur ces peintres adulés par nos professeurs. Ce fut un calvaire pour un être tel que moi qui n'apprécie guère les œuvres et ne se tourne plutôt que vers un impressionniste comme Renoir, ou même Monet ou Manet, etc. Même pour les épreuves du baccalauréat, ai-je dû exposer la vie et l'œuvre de Dali, le peintre aux visions étranges, psychédéliques, qui nous transporte, enfin, qui me transporte dans un mal de mer mêlé d'incompréhension totale. C'est alors, là, de voir et revoir encore les mêmes toiles, les mêmes analyses de peinture, jusqu'à l'écœurement total, et amenant à mon dégoût entier pour ces personnes, que j'écrivis certainement ce petit poème, pour extérioriser de mon mental tout ce que je voyais de ces célébrités de l'art. Évidemment, le fait que nos professeurs d'enseignement culturel nous rabâchaient encore et encore ces peintres afin de nous les faire aimer, n'était pas une mauvaise chose en soi, mais le bourrage de crâne n'a jamais réellement fonctionné pour bien des gens, dont moi qui, vous le comprenez, n'a pas réussi à apprécier leurs travaux artistiques,
mais on a été plutôt déçus et dégoûtés. Mais bon, il faut de tout pour faire un monde, même si ce monde est un bastringue de montre molle. Et je ne prendrai guère plus de temps, alors levez le nez un peu de vos lectures, l'art est partout, à vous de le voir, qu'il soit distordu, réaliste ou mélangeant l'absurdité géométrique au réel. Mais où s'arrête la limite entre le réel et le saugrenu? L'avant-guerre. Il a dû perdre tant d'amis, il doit tant en avoir après lui, des morts sur la conscience aussi, il est parti, c'en est fini. À ses jours comme des enfers, il s'allonge, pensif, par terre. Dans cette nature paradisiaque, l'ardeur le quitte. Il se nourrit des dernières heures, libérant dans l'air enfin son sac. Il s'endort heureux, dans le Val, où on l'appellera ainsi, le dormeur. Je me souviendrai toujours de cette nouvelle, le dormeur du Val, que notre professeur de français pour un exercice et une leçon nous avait donné à lire. Vous souvenez-vous-en de ce poème qu'écrivit Arthur Rimbaud en octobre 1870 ? Je vais vous rafraîchir la mémoire. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit Val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature, berce-le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Sur le moment, nous ne comprenions pas le poème. Nous étions alors jeunes et insouciants. C'était au collège. On se fiche un peu de tout. Mais pourtant, après analyse en classe, le poème me semblait plein de morgue et d'audace. Nous avions eu la stupeur de découvrir l'envers du décor, ce que cachaient les entrelignes. Un cadavre, un mort, un soldat plus blessé que ce qu'il pensait, et nous avec. Mais il avait froid, et à l'instant de finir la lecture du poème, il rend son dernier soupir. Voilà ce qui m'a même marqué à vie. Peut-être est-ce aussi de là que me vient cette fascination pour la faucheuse, cette envie de la rencontrer, de l'enlacer, de l'idolâtrer. En tout cas, c'est ainsi que le dormeur me procura ces mots qui sont les miens, et qui venaient alors répondre un peu au premier poème de Rimbaud. Parce qu'il ne faut pas croire, mais même si je n'en laissais rien paraître, il me donnait à réfléchir, et ces réflexions continuent, semble-t-il, encore de me trotter en tête. Qui était-il? Quelle était sa vie? Ce soldat, mort, seul, sous un arbre, baigné d'un ou 2 raies de soleil. C'était aussi pour lui donner hommage à cet homme dont seul Rimbaud eut un égard de chagrin face à sa mort. Un hommage ou aussi, comme par les mots, une restitution de corps, de cœur et d'esprit. Car combien de soldats et d'hommes ou de femmes sont morts et aujourd'hui oubliés? Combien tombent dans la damnation mémoriée sans jamais être reconnus un jour? Ma foi, je remercie néanmoins ma professeure de français pour cette découverte qui me fera, qui plus est, aimer et adorer la poésie que j'affectionne et pratique le plus clair de mon temps aujourd'hui. Et peut-être mes poèmes un jour ne tomberont pas, comme ce soldat, dans la désuétude et l'oubli total, et seront un jour reconnus et appréciés. Pensée florale. Jolie pensée, que vous êtes colorée, pensée rêveuse, que vous semblez heureuse. De ces jours, de ces nuits, chacun son tour, vous passerez, mes chers amis. Coulée de jeunesse perdue dans la vieillesse, laissez-moi à présent. Les jours de joie maintenant s'en vont pour moi, et ne me laissent qu'un amer ressentiment. Je me remémore ce passage de ma vie,
C'était au collège ou au lycée professionnel agricole où j'étais alors pour mon baccalauréat, lui aussi professionnel. Horticole, ceci dit. Nous devions être en serre, à rempoter des pensées par centaines, et sans mauvais jeu de mots, j'eus alors cette pensée poétique et mélancolique. Je voulais alors essayer de comparer la vie et la vente de ces petites pensées avec la vie et la mise en avant des humains. Quelle drôle d'idée, n'est-ce pas? Et, en bon genre déprimé et en plein spleen, je rajoutais à la fin ce passage où je me laissais divaguer à m'imaginer aussi une courte vie, comme celle des pensées, qui ne durent qu'une saison. Mais une saison florale n'est pas la même qu'une saison humaine, et je ne le comprendrai que bien plus tard. Ô toi, tristesse! D'une force, d'un soupir, une douleur atroce vient de me parvenir. J'ai honte, je pleure, douleur du monde me faisant peur. Mon sang s'écoule, mes joies cicatrisent, comme une pauvre goule auprès d'une tombe assise. Mon cœur est dévoré par toi, douce sévérité, mais que puis-je faire sinon aux autres me taire? Ainsi je finis ce poème, dénué de tout sens et de tout sentiment, et sans que personne ne t'aime, moi, je te partage mon découragement. Redondance de mes poèmes peut-être, mais il semble que même encore aujourd'hui le spleen me suit et me colle à la peau. C'est apparemment mon identité, qui je suis, et ce que sont mes poèmes. Un seul et même poème où je fais l'éloge de la mélancolie, celle qu'on retrouve en marchant sous la pluie, dans le brouillard, dans ces nuages gris londoniens par exemple. Je me rappelle qu'au collège et au lycée, d'où sont tirés ces poèmes que vous lisez, il pouvait même m'arriver, dans une transe et une torpeur totale, de griffonner des pages entièrement en les noircissant, en faisant avec mon crayon à papier des cercles toujours plus épais et toujours plus noirs. Tout en faisant attention à ce que la mine ne se brise pas, je noircissais plus encore de pauvres pages dans mon cahier de brouillon pour extérioriser mon mal-être, mes angoisses. Cela se produisait quand je n'avais plus les mots à même de décrire ma détresse, cette solitude qui me pesait de plus en plus. Quand le crayon et ma main semblaient investis d'un esprit malin et les faisaient valser sur la page blanche dans une danse macabre et délétère. Le monde me terrifiant d'une manière incongrue et surprenante à cette période-ci, je n'avais d'autre moyen que l'écriture, et ce fut alors la débandade et une cavalcade à répéter les mêmes mots, plus ou moins, afin de trouver les bonnes formules, celles qui, je l'espérais, exorciseraient cette douleur, ce spleen qui venait se loger en mon cœur noirci de ce charbon de crayon. Cela a-t-il fonctionné? Cela fonctionnera-t-il un jour? Peut-être les mots me sont un dictame qui apaise un temps, et me sont une drogue, la meilleure. Mais qui pourrait me blâmer d'être si attaché aux mots, à leur histoire, leur évolution, leur sens, et à ce besoin de dire par la poésie ce que j'ai besoin de ressentir? Personne. Bien sûr que personne ne le peut. Alors, tristesse, merci à toi. Merci de me donner les mots depuis tant d'années, pour décrire ce que j'ai en moi, et peut-être décrire ce que d'autres ont aussi en eux, mais ne savent point comment l'écrire ou le dire. Alors à toi, merci, tristesse. Orage. Le bercement de la pluie, dans la nuit secrète, cet espace pur et infini de ce silence qui s'apprête. Le tonnerre déchire les cœurs, les peurs et les mauvais présages, comme un saut d'humeur arrivant au preux village. L'illumination du ciel que zèbrent les éclairs, foudre incessante et mortelle. L'orage présente la nuit sous un nouvel air, commençant comme il finit. J'ai toujours été fasciné et même hypnotisé par les tempêtes. L'odeur de la pluie et de la terre, ce pétrichor fabuleux qui laisse présager d'une bonne pousse de la verdure et de l'herbe dans les jours ultérieurs. La vue de ce chaos orgueilleux qui se veut détruire tout sur son passage, le vent qui se faufilant partout où il peut fait siffler les bâtisses, échoir les vieux arbres et ployer les geneaux. La pluie qui tambourine sur les toits et se croit ainsi percussionniste,
les éclairs se jouant de notre peur d'être vus et jouent aux photographes professionnels à en faire brûler des cimes. Quel magnifique tableau devant lequel je pourrais rester des heures lorsqu'il se produit sous mes yeux, à ma fenêtre. Alors, emmitouflé dans une sorte de grand lange moderne bien chaud, et un chocolat chaud ou un thé vert, je regarde cette mère nature gronder comme son enfant la terre, qui se doit d'être punie d'un tel affront. On prédit rarement vraiment les orages, et ainsi ils nous fascinent de leur imprévisibilité. On prie alors des dieux et des déesses pour qu'ils ne viennent guère déranger nos plants, nos cultures céréalières, mais on ne commande pas plus la pluie qu'à des divinités. Et l'orage point toujours quand on s'y attend le moins. Mais que voulez-vous? C'est le propre de la nature de nous émerveiller et de nous choquer de la vie qu'elle mène en solitaire sans se soucier de nous, pauvres êtres que nous sommes. Et puis, nous ne pourrions pas lui en vouloir, puisque nous faisons pareil et en tout lieu. À mener notre vie en solitaire sans se soucier de cette terre qui pourtant nous nourrit chaque jour. Alors qu'éclate l'orage, qu'éclate la tempête, je m'assiérai face à la grandeur de sa beauté pure, à cette image merveilleuse, chaotique, de ce monde et de cette mère nature toujours aussi fabuleuse dans ses écrits, c'est-à-dire à la marque, la signature qu'elle laisse de par ses éclairs de génie lumineux, et que nous ne savons plus, ou que nous ne savons simplement pas estimer. Taiyo no Hime, princesse soleil. Miroitant au gré de l'eau, reflétant harmonie et douceur, pointant du doigt ses heures, tant et tant de mots. Sa beauté ne peut être égalée, son visage confiant et lumineux blâme chaque mauvais côté de son frère impétueux. Éclairant le monde des hommes, elle détruit le voile errant, clair-obscur de mille et une formes, au vent du silence perçant. Belle dame des cieux, telle une étrange scorie, le soleil brille dans ses yeux et se retrouve plus belle ainsi. Soleil moribond, qui ce soir ne sera plus, tu te couches à l'horizon, fatigué, ô toi, Amaterasu. Je ne peux dire vraiment à quel âge je me suis vraiment passionné pour le Japon, sa langue, sa culture et même son histoire, voire sa spiritualité. Pourtant, cette passion grandit alors durant de nombreuses années à en lire des livres entiers, à m'inscrire à des cours de langue japonaise et à me faire passer pour un consultant même sur le Japon. Quelle grandeur ce peuple si lointain me faisait avoir. Puis, en découvrant le Kojiki, cette anthologie sur la naissance du Japon de manière spirituelle et divine, je me suis pris à adorer, ou plutôt idolâtrer même, les mêmes divinités, et à apprécier les idéaux que chacune veut véhiculer. C'est alors que la déité solaire me parut la première et grande dame du monde, la mère de tous. Amaterasu, de son magnifique nom, se devait avoir pour honneur de tomber sous ma plume en un poème enchanteur, et chantant ses louanges, en français. Bien que la lune et les divinités de cet astre terrestre aient depuis mes plus belles dédicaces, il semblerait que, étant jeune, les figures solaires me paraissaient de bonnes étoiles à prier pour que je puisse faire partir mon spleen. Bon, ce qui ne fonctionnera guère. Car en effet, il fallait, mon destin fut-il alors de se faire, accepter cette mélancolie, cette fontaine de larmes qui ne cesse depuis lors de chanter en moi bien des louanges que peu font envers tristesse, solitude et même mort. Ce triomphe infernal que tout le monde oblitère et ne veut même pas penser. Ceci dit, je remercie tous les jours le soleil de nous éblouir de tant de grâce et de nous réchauffer doucereusement. Ma frilosité en a bien besoin. Elle est comme une mère, oui, qui enlacerait ses enfants quand le froid se fait ressentir. Définition poétique. La poésie est un tout, une mélodie unique, une ivresse de mots doux, audacieuse et fantastique. Petit poème et tendre à conter, ou bien est difficile à apprendre, qui se laisse lire ou écouter, voire se délaisse à se vendre. Légère symphonie des mots, que de sublimes recueils qui se remplissent aussitôt. Fait de fortes émotions, la plume danse sur la feuille,
et les lettres dès lors tombent en perdition. La poésie. Je ne sais pas même comment je tombais dedans, à corps et à cœur perdus, dans cet abysse romantique qu'on appelle la poésie, et dans laquelle tout est permis, tous les mots et tous les mots aussi sont recueillis avec tant de tendresse et d'admiration. Comme dit précédemment sûrement, c'est alors que j'étais en 4e année des débuts du collège que je me suis trouvé happé, non, aspiré même. Toute mon âme s'y est jetée en avant, comme je me serais jeté du haut de la plus haute falaise. C'est certainement en repensant à mes débuts que j'ai écrit ce poème en style de sonnet, qui bientôt prendra ma préférence pour acquise. De quatrain, de tercet, et me voilà rodé en poète. Hélas, ma verve n'est toujours pas aussi pointue que celle de Baudelaire ou de Ronsard, mais déjà écrire des poèmes dans ces formes classiques me ravit au plus haut point. Je me rapproche un peu plus de ces artistes littéraires qui m'ont donné soif d'écrire. Ma mélancolie et ma nostalgie de jours que je n'ai même jamais connus aidant, j'ai pris un stylo plume, bien que je ne sache le manier avec autant de délicatesse que je le devrais, et j'ai entaché des pages entières d'encre noire, et parfois bleue, de poèmes, et encore de poèmes. L'écriture me fut dès lors la solution pour m'échapper de ce système bancal qu'est notre société actuelle. L'écriture me fut cet échappatoire direct vers le monde des songes, des illusions qui rassurent et qui grisent l'âme de 1001 couleurs. D'ailleurs, depuis, je n'ai plus cessé d'écrire des stances encore et encore, toujours plus nostalgiques, mélancoliques, bien que certaines graines de joie s'offrent encore à moi pour donner de petits sonnets romantiques. Mais les temps étant ce qu'ils sont et se dégradant jour après jour, il m'est de plus en plus difficile d'écrire de joyeux vers. Mais ne nous égarons point. La poésie m'a ouvert les portes d'un rêve que je n'oublierai et ne laisserai jamais. Je m'y suis beaucoup trop attaché et ne le laisserai pas fuir davantage. C'est dans les mots que je trouve le plus petit réconfort, dans ces associations, ce rassemblement d'idées qu'on grave sur une machine ou par la main dans le papier virtuel ou physique. Oui, les poèmes me permettent de respirer, de m'apaiser, d'apprécier un peu cette vie qui ne me permet point de rester calme sinon dans la mort de mon âme. Mais personne n'aura la mort de mon âme. Seul moi-même le voudrais-je un jour peut-être, ou bien jamais. Tant que je pourrai écrire des poèmes, les partager, ou les garder jalousement pour moi, tant que j'aurai la liberté d'écrire mes vers, alors je pourrai vivre, et vous me verrez vivre. Ma capacité à écrire et ma capacité de vivre. C'est pourquoi je fais cet éloge à celle qui régit ma vie, qui régit mon cœur et même mon âme tout entière. La poésie.